Bonjour, bienvenue à ce quatrième webinaire axé sur les sciences de la vie. Mon nom est Stéphanie Doyle, je suis la directrice du développement des affaires pour le secteur des SVTS à Montréal International. En collaboration avec Bio-Québec, nous allons aborder aujourd'hui la question des nouvelles opportunités de financement à l'échelle mondiale. Pour en discuter, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Jean-François Parizeau du fonds Amplitude Ventures, Antoine Boulanger-Piette du fonds européen Forbion, Maha Katabi du fonds californien Sofinova Investments, Gabriel Douville du fonds australien One Ventures et Geneviève Gertin du fonds de solidarité RTQ. Je vous rappelle que les échanges se feront lors de notre période de questions. Vous pouvez déjà, d'ailleurs, à l'instant, à la droite de votre écran, ajouter vos questions dans notre boîte. Elles peuvent être en français ou en anglais. Et vous avez également la chance de voter pour les questions les plus significatives selon vous. Il y a un petit triangle à cet effet que vous pouvez afficher. Mais tout d'abord, je souhaite débuter notre webinaire avec, j'accueille avec moi Annie Perrault, directrice générale de Bio-Québec. Bonjour Annie. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Ben, fantastique. Écoute, Annie, peut-être avant de passer à notre webinaire sur le financement, je voulais un peu parler de l'industrie des sciences de la vie, puis donner un peu un sens, puis vous voulez voir, je vais afficher une première petite diapo. Je voulais démontrer un peu l'empreinte des sciences de la vie à Montréal, parce que vous savez, nous, chez Montréal International, on vend à Montréal à l'étranger. Donc, c'est important d'avoir un beau produit, puis effectivement, en sciences de la vie, on est très bien servi. On a, regardé, on a 56 000 emplois dans le Grand Montréal rattaché à cette industrie-là. Et 80% de l'écosystème est basé dans le Grand Montréal. Et puis là, j'ai ajouté, Annie, puis tu pourras me donner tes commentaires ensuite, mais on a décidé de présenter une tarte selon le nombre d'entreprises, selon les secteurs, parce qu'on a tout à Montréal, on est vraiment diversifié. Et là, c'est intéressant de voir aujourd'hui, on est avec la biotech et on peut voir que vous avez quand même un beau footprint de 10%. Ce qui est intéressant aussi, qui ressort, tu fais une petite parenthèse, mais la santé numérique ressort, puis aussi les instruments, le medical device, quand on regarde ça de cette façon-là. Fait que je vais te laisser peut-être mettre ton petit commentaire biotech. Bien sûr, merci Stéphanie. Comme la plupart d'entre vous le savez, dans les derniers mois, on a déposé une étude importante qui a été faite avec l'équipe de Deloitte sur justement le financement de la biotech et le secteur des sciences de la vie. Alors, on avait répertorié dans cette étude-là plusieurs statistiques fort majeures, entre autres, évidemment, bon, comme tu l'as mentionné, c'est plusieurs emplois, mais c'est des salaires moyens de 70 000 $ et plus. Ça représente plus de 60 supérieur au salaire moyen au Québec. C'est 12 des revenus qui sont investis en R&D. Ça signifie 3 fois plus que le secteur de l'aéronautique. Donc, il n'y a aucun doute là, que le secteur de la biotech, des organisations de recherche contractuelles que l'on représente particulièrement, nous, à Bio-Québec et pour tout le Québec, c'est un secteur qui est majeur pour le développement économique. Je pense que la crise que l'on vit actuellement, la crise COVID-19, c'est ce que ça fait. Ça démontre que notre secteur est fondamental. En fait, on va pouvoir se sortir de cette crise-là grâce à nous, lorsqu'un vaccin ou un antiviral, une combinaison des deux, un traitement, un médicament aura été trouvé. Donc, je pense que on n'aura jamais autant parlé de science que dans les dernières semaines et puis on aura démontré à quel point notre secteur est majeur. Mais malheureusement, la crise a aussi eu un impact. Malheureusement ou heureusement, parce qu'on aura peut-être des bonnes nouvelles à donner aujourd'hui. La crise aura eu un impact sur l'environnement financier qui affecte le secteur des sciences de la vie. Puis c'est pour ça, en fait, que je t'ai appelé, puis qu'on a décidé ensemble qu'on ferait ce matin ce webinaire sur l'environnement de financement pour le secteur de la biotech. Absolument. Puis je vais ajouter, on va poursuivre une dernière petite diapo avant qu'on se lance. Mais justement, le financement, les gens le savent peut-être pas, mais le Québec, c'est la capitale du capital de risque au Canada.
Et on voit, regardez ces chiffres, c'est intéressant. 1,7 milliard US d'investissement en capital de risque à Montréal depuis 2018 et 6 des venture capitalistes, des 8 plus actifs au Canada, sont basés ici à Montréal. Puis on voit à la gauche là, quelques exemples là, de projets qui ont été financés. Puis justement, Repair, petite parenthèse, ce matin a annoncé leur désir d'aller public sur le Nasdaq et de lever 100 millions suite à leur partenariat avec BMS. Donc, il y a de l'argent parce que nous, chez Montréal International, c'est sûr que le talent est important, l'accès aux infrastructures de recherche aussi, mais le financement, c'est clé. Oui, et puis ce matin, alors, on est très chanceux. Moi, je suis très, très contente de pouvoir offrir à tous, dans le fond, un webinaire international, mais composé de Québécois. Ça, c'est formidable. Donc, on les a mentionnés tout à l'heure. Jean-François, qui va débuter notre webinaire. Jean-François Parizeau, qui est le président fondateur de Amplitude. Alors, Jean-François, je te cède tout de suite la parole pour qu'on puisse aller directement dans le vif du sujet de l'environnement financier pour la biotech. Alors, Jean-François, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour partager un peu nos connaissances et qu'est-ce qu'on voit dans l'industrie. En fait, j'ai été en discussion assez constante avec Annie puis et le reste de son équipe depuis le début de cette crise-là. Puis pour vous dire qu'au début, j'étais quand même assez inquiet de ce qui se passait dans le marché. Mais ça a beaucoup changé depuis ce temps-là, puis c'est ce que je voulais là partager avec vous. Mais je pense pour bien comprendre, dans le fond, ce qui se passe ici chez nous, faut aussi faire un tour de qu'est-ce qui se passe partout dans le monde. Alors, je voulais commencer un peu avec ça. Évidemment, COVID, on en entend beaucoup parler au Québec, mais c'est vraiment un problème mondial qui a commencé en Chine. Donc, qui a des impacts sur toute la chaîne de valeur, puis la chaîne d'approvisionnement, puis avant tout, bien sûr, sur les différents drames humains. Mais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici, il faut vraiment, je pense, survoler, là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe plus proche de chez nous, puis aux États-Unis. Les États-Unis ont géré cette crise-là, certains diront de façon assez chaotique. Par contre, c'est probablement à cause du degré d'innovation qu'ils ont, puis évidemment de l'accès aux capitaux, c'est probablement le pays qui va s'en sortir le plus rapidement. Et je vais faire le point plusieurs fois pendant la présentation. L'Asie est en train de sortir de la crise, malgré que la deuxième vague s'en vient. Mais je pense que de façon générale, globalement, c'est quand même la crise, on peut dire qu'elle est derrière nous. Puis les autorités réglementaires et de santé publique sont en train maintenant de planifier qu'est-ce que la seconde vague va faire au niveau de stress sur les différents pôles de l'économie, mais aussi comment on va changer nos façons de faire et de procéder là, suite à cette crise-là là, qui est sans précédent. Donc ici, il y a le tableau qui explique là, selon Global Data là, en date du 11 mai que dans le fond que la courbe, on voit l'effet de l'aplanissement au moins dans les pays industrialisés. C'est sûr que cette crise-là a un impact économique important. La majorité des pays vont être en récession, vont annoncer être en récession. On le voit au Canada, on le voit aux États-Unis. Les chiffres sont sortis, ça fait peur. Cependant, je pense que si on regarde la façon comment les gouvernements interagissent et font différents programmes, je pense qu'il est lieu de penser qu'on va être capable de gérer cette crise-là. Puis on est quand même en meilleure situation là, qu'en 2008. Là, en cause que 2008, c'est vraiment des problèmes qui étaient structurels.
Ce qui est vraiment important de comprendre aussi, c'est l'impact que cette crise-là va avoir dans notre industrie, puis notamment au niveau des compagnies pharmaceutiques, puis l'impact sur la chaîne d'approvisionnement de notre industrie. On a vraiment eu beaucoup de problèmes au début, mais je pense que de façon générale, évidemment avec la Chine qui est en train de réouvrir, on voit quand même là que une certaine relaxation là, au niveau de l'approvisionnement des matériaux clés. Je suis passé beaucoup de temps avec le gouvernement au fédéral par rapport à ça au début de la crise. Je pense qu'on peut dire, sans se tromper, que on est plus en mesure maintenant là, de contrôler notre chaîne de valeur. Les tests, c'est vraiment important. Je pense que pour que l'économie réouvre, ça va être bien sûr, on va devoir augmenter notre capacité à tester, puis de rendre ça de façon à la population générale là, pour être certain que à grande échelle qu'on soit capable de faire les tests. Le Canada, bon, quand même bien positionné. Je pense franchement qu'on pourrait faire beaucoup plus. Il y a des nouvelles technologies qui sont en place dans certaines économies. Je suis quand même un peu déçu là, de voir qu'on n'est pas que certaines de ces technologies-là sont pas encore arrivées. Là. Quand ça va arriver, je pense que ça va avoir un impact sur le déconfinement de la population. Deuxième point, c'est vraiment les drogues, donc les nouvelles molécules qu'on va avoir sur le marché. Il y a beaucoup d'études cliniques présentement dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en Chine et plusieurs pays d'Europe. Canada, il y a 2 semaines, on m'a fait part qu'il y avait 33 seulement études cliniques en cours pour différentes drogues, produits qui étaient repurposed, à défaut de meilleurs termes. Je pense que le Canada devrait se poser la question comment, comme une économie qui se dit novatrice, là, comment qu'on peut pas faire des études cliniques à meilleure échelle parce qu'on a décimé les hôpitaux, la capacité puis le talent là, pour faire ça. J'espère qu'on va remédier à cette situation-là. Pareil pour les vaccins, je pense qu'on est assez confiant que les vaccins vont arriver, du moins la première vague, là, assez rapidement. Il faut quand même faire le constat que c'est les grandes pharmas qui vont gagner la course. Ceci dit, il y a un besoin pour les compagnies novatrices, les compagnies biotech. Il y a plusieurs exemples au Québec, d'ailleurs au Canada, de technologies qui sont en développement, qui sont très prometteuses. Cependant, faut quand même être réaliste. Là. Ça va être pour régler la deuxième vague et peut-être mettre faire la mise en place pour la COVID-20. Dieu sait qu'on veut pas, on aimerait ça qu'il n'y ait pas ça. Mais la grande pharma, présentement, fait des efforts surhumains pour arriver à une solution qui, bon, selon les plus optimistes, là, pourrait arriver d'ici à cet automne. Question clé, évidemment, c'est est-ce qu'on va être capable de produire le vaccin à grande échelle? Ça, c'est la grande question du moment. OK. Donc, la question maintenant, c'est quel est l'impact de tout ça, en sachant tout ça, quel est l'impact sur notre industrie, sur notre façon d'opérer? Et c'est vraiment de comprendre les marchés des capitaux. Je pense qu'il y a 2 points pour moi qui sont importants. Puis quand je parlais avec Annie au début de la crise, je pense que le premier point le plus important, c'est la liquidité dans le marché. Au début de la crise, il n'y avait pas d'argent. Donc, les marchés ont vraiment tombé et il y avait aucune très grande volatilité, mais aucune liquidité dans le marché. Ça s'est résorbé très rapidement. Puis si on compare avec la crise en 2008, on se rend compte aujourd'hui qu'on est encore à de très hauts niveaux de volatilité, mais c'est beaucoup moins pire qu'on pensait. Puis ça, pour moi, c'est une question clé pour suivre là, comment l'économie et comment nous, on va agir là, comme investisseurs dans le marché. Et je dois avouer, je suis assez optimiste à ce moment-ci.
Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, la première question, c'est la volatilité, la liquidité. Il y a beaucoup d'argent dans le marché. Je pense que le point de cette diapo, c'est de dire que le marché des capitaux, il y a de l'argent. Le marché de la biotech aussi, même très positivement. Donc, cette diapo-là, qui, dans le fond, a un impact vraiment sur qu'est-ce qui se passe localement, là, est vraiment je vous dirais, là, le morceau de données clés là, dans la façon que nous, on regarde les investissements. Il y a beaucoup de choses qui se passent présentement dans le marché. Puis, d'ailleurs, Antoine va nous donner sa perspective en Amérique du Nord ou aussi à l'international. Et finalement, pour terminer, avant de laisser la place à Antoine, donc ça, c'est ce que tout le monde suit, c'est l'indice les différents indices. Donc, en conclusion, le secteur de la biotech se portait bien il y a 2 ans, se portait bien l'année passée, et malgré la crise, on voit vraiment là, que le secteur n'a pas été trop affecté, sauf au mois de mars, et a bien repris là, la courbe de croissance positive qu'on est habitué de voir. Puis je vais laisser Antoine de Forbion nous expliquer ce qu'il voit de son côté du continent. Merci beaucoup tout le monde. Merci Jean-François d'avoir si bien mis la table en fait sur l'état actuel de la disponibilité des capitaux en biotech. Je veux remercier l'organisation. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai été ravi. Premièrement parce que je suis un Québécois pur laine, si vous me permettez l'expression, mais également parce que Forbion est très actif à Montréal et puis on a grand plaisir à faire du business là. Avec ce que Jean-François a dit, je pense que le marché des capitaux en général, c'est intéressant, mais pour l'audience et pour les membres du panel, c'est plutôt les financements privés qui nous intéressent de par notre sphère d'action. Donc, j'ai pensé aujourd'hui commencer par donner un petit portrait de ce qu'on voit dans l'industrie nous-mêmes, mais aussi nos pairs. Donc, une firme d'investissement, une banque d'investissement avec laquelle on travaille s'appelle William Blair au UK, puis ils nous ont fourni des statistiques en date de mai 2020 qui comparait les grands nombres, les grands chiffres par rapport à l'année dernière, donc dans le milieu de la crise, là, entre guillemets. Donc, on voit ici que sous cette période, quand le biotech est sous les projecteurs, il semble épargné par la crise. Et puis, ce qu'on voit là, c'est qu'au niveau des rondes de financement, par rapport à l'an dernier aux États-Unis, il y a plus de rondes. Par rapport en Europe également. Ces sommes sont plus grandes, donc la quantité d'argent qui est élevée pour ces programmes-là tiennent le coup aussi en Europe. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser de par un potentiel ralentissement des capitaux disponibles. Quelque chose qui intéresse aussi les entrepreneurs, c'est que les valorisations tiennent le coup aux États-Unis, avec une légère baisse là, qui est probablement même pas significative en Europe de par ce qu'on voit en ce moment. Et puis, certains pourraient penser que certains capitaux de risque sont frileux à rejoindre de nouvelles compagnies et on voit que ce n'est pas le cas avec les chiffres. Donc, de nouveaux investisseurs joignent de nouvelles compagnies au même rythme que les années précédentes. Donc, pour nous, c'est très encourageant de voir ça et vous me direz possiblement qu'il est un peu tôt dans la crise pour vraiment distinguer ces effets-là, mais c'est ce qu'on a de plus à jour comme données et là, ce qu'on voit en fait sur le terrain. Un autre aspect qui est important par rapport à ces capitaux-là au niveau globalement, c'est combien est-ce que de ces capitaux-là vont être injectés dans les firmes de capital de risque qui, elles, vont déployer l'argent dans les compagnies privées. Et puis, pour ma perspective européenne, on voit que de grosses firmes ont levé des fonds importants récemment, en 2020. Donc, LSP, qui est un fonds néerlandais, a levé des sommes records cette année. Venbio, Hilday, pour n'en nommer que quelques-uns. Et puis, nous-mêmes, chez Forbion, en ce moment, on lève un nouveau fonds qui va être divulgué dans les prochaines semaines, qui semble bénéficier d'un grand momentum. Donc, pour ce que Jean-François disait, il y a une visibilité qui est accrue en ce moment sur notre industrie. Et puis, ça ne semble pas avoir un refroidissement sur la disponibilité de ces capitaux-là dans la sphère du financement privé. Un autre aspect dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est dans les souliers d'un investisseur, quelles sont les considérations que nous avons à faire face durant cette période-là. Et puis, une des premières, c'est de focuser sur les besoins de notre portfolio. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, on déploie une stratégie d'investissement dont on est imputable à nos propres investisseurs. Et puis, c'est important pour nous de s'assurer que nos propres compagnies ont tout ce qu'ils ont besoin pour faire face à ces possibles délais-là, possibles
perte de focus par rapport aux événements, par rapport aux différents outils qui sont nécessaires pour leur faire face. Donc, pour nous, il faut maintenir notre stratégie d'investissement premièrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là et que nos compagnies continuent de bien évoluer. Et puis, vous vous en doutez, il y a beaucoup de compagnies qui sont plutôt dites opportunistiques, qui vont changer beaucoup leur programme de développement pour justement profiter de cette vague-là par rapport au domaine de l'infectiologie, plus particulièrement à COVID. Et puis, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est important de discerner ces propositions-là de valeur dans tout ce qui est disponible, dans tout ce qui est en développement, pour être certain de faire des choix éclairés. Il y a aussi beaucoup de considérations pour les compagnies en levée de fonds. Donc, quelques mots là-dessus rapidement. Certains nous demandent qu'est-ce qu'on doit changer pour approcher des VC, de quoi on doit faire part aux VC. Pour nous, c'est très important d'une part, de faire preuve de réalisme par rapport au calendrier, donc de se préparer à l'avance pour les levées de fonds, de potentiellement préparer certains délais dans la complétion de ces ronds-là, mais également de démontrer un plan d'action clair aux VC pour leur démontrer que vous avez tous les outils pour s'adapter et mitiger ces risques-là. Et puis, ils sont plusieurs, ces risques-là, et ça me fera plaisir d'en discuter en privé si vous avez besoin de conseils. Mais certes, ça va inclure les risques au niveau du développement clinique. Et puis ça va être mentionné plus tard par Gabriel, si je ne m'abuse. Donc, je vais laisser ça sur la table pour le moment. Donc, je pense que brièvement, de mon côté, c'est les points majeurs dont j'avais besoin de vous parler. Et puis, j'aimerais passer la parole à Marc Atabi, qui est une collègue que j'apprécie, qu'on apprécie beaucoup chez Forbion, associée principale chez Sofinova, qui partage son temps entre Montréal et la Californie. Merci beaucoup, Antoine. J'apprécie énormément le fait de participer avec ce groupe ce matin d'anciens collègues et d'amis, tous sur le panel. Merci beaucoup à Montréal International et Bio-Québec d'avoir organisé ce webinaire. Alors, je rebondis sur les commentaires d'Antoine et de Jean-François. Et j'aimerais vous parler un petit peu de comment on voit la situation chez Sofinova par rapport à d'autres cycles boursiers qui avaient été marqués par les crises de 2008, après ça plus tard par des crises qui ont été causées par le prix du médicament en 2015-2016. En tout cas, notre industrie a connu plusieurs creux et plusieurs rebonds. Mon objectif ce matin est de faire un petit peu la synthèse de qu'est-ce qui occupe l'esprit des investisseurs quand on passe à travers ces cycles et sur quoi est-ce qu'on essaye de recentrer notre attention. Donc, des deux côtés, donc d'un côté, bull dans les marchés boursiers qui sont à la hausse et de l'autre côté, du bear dans les marchés à la baisse. Donc, comme Jean-François vient de le dire, on peut pas tout à fait dire qu'on est dans un marché qui est à la baisse, vu le rebondissement qui a été assez impressionnant dans le marché de la biotech et les marchés de façon générale en tech, ce qui est surprenant pour tout le monde. Alors, il y a une espèce d'anticipation de qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague de COVID? Est-ce que ça va impliquer des marchés boursiers à la baisse quand la réalité d'une récession va être plus évidente pour les investisseurs. Mais néanmoins, bon, nous n'avons pas de boule de cristal, mais notre conseil en ce moment aux sociétés est de se préparer à avoir un plan d'affaires et un positionnement avec les investisseurs qui ferait plutôt dans le marché bear. Alors, si on commence au côté droite de la diapo, évidemment du côté de la valorisation, donc il y a beaucoup d'opportunités en Europe et je rajouterai au Canada, où les financements vont se faire à des valorisations qui sont plus intéressantes que ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis, où les valorisations n'ont pas beaucoup baissé. Donc, je dirais de façon générale, elles ont baissé d'environ 10 à 15%. Et ce qu'on prépare dans cet environnement-là, c'est de faire des financements avec des groupes de VC qui vont soutenir les compagnies pendant des plus longues périodes. Donc, avoir ce qu'on appelle un runway, mais donc avoir une période d'opération qui s'étale au-delà de 24 mois. Pour ce qui est des exits, dans les marchés baissiers, normalement, c'est les M&A qui prennent la relève. Aujourd'hui, vu le rebondissement important dans les marchés boursiers, nous n'avons pas vu de M&A important du côté des sciences de la vie. Ça commence à reprendre avec la transaction d'Alexion avec Portola,
mais c'est vraiment très faible par rapport aux attentes qu'il y avait pour la reprise du M&A dans le marché. Donc, ça va normalement de façon contraire au marché boursier. Alors, on va voir ce que le reste de l'année nous réserve. Au bas de la diapo, donc ça résume un petit peu les 4 catégories qu'on regarde où, selon notre expérience et mon vécu dans le passé d'avoir investi dans les cycles boursiers baissiers, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui aide les compagnies à tenir le coup, peu importe ce qui se passe. Donc, évidemment, d'avoir au départ un produit qui non seulement adresse un besoin où il n'y a pas grande concurrence, ou en tout cas la différenciation clinique et l'accès aux patients est clair. Ce n'est pas un produit où il y a 4 autres molécules identiques en développement pour la même maladie qui va attirer l'attention des investisseurs dans cette période. Donc, la différenciation reste toujours importante, mais aussi surtout de s'appuyer sur la démonstration donc de la possibilité d'avoir un grand succès selon l'indication avec des facteurs je vais peut-être le dire en anglais parce que c'est plus facile, donc de-risking elements, alors d'avoir des données de précliniques biologiques qui démontrent que ce qu'on essaye de démontrer en clinique va être faisable, qu'on cible une population de patients où il y a moins d'hétérogénéité et où la FDA et la EMA se sont penchés et il y a un path qui est clair pour aboutir, par exemple, d'une phase 1 à une phase 2 ou bien passer de la phase 2 à la phase 3. Et tout ça, donc, il y a un facteur qui reste important, c'est d'avoir des équipes qui ont de l'expérience, d'avoir des équipes qui sont capables de gérer des budgets opérationnels de façon efficace et donc de réduire le burn. Et puis finalement, d'avoir le potentiel de faire jusqu'à l'approbation sans compter sur l'appui des pharma. Parce qu'on ne sait pas en période de crise à quel point elles vont être frileuses. Et on l'a vu jusqu'à présent, elles n'ont pas été très actives depuis le début de l'année. Et finalement, pour conclure sur cette diapo, donc du côté boule, parce qu'on est, comme vous allez voir, on est encore dans un environnement où il y a énormément d'IPO qui sont complétés à la grande surprise de tous. Il y a un point qui reste important et je vais vous en parler un petit peu plus longuement du côté des crossovers. Donc, bâtir un syndicat d'investissement qui correspond à la stratégie qu'on veut. Si l'objectif de la société est quand même d'aller réaliser une IPO dans les 12 prochains mois, il s'agit d'aller identifier les groupes d'investisseurs qui jouent à la fois du côté privé et public et qui vont être les acheteurs en fait de l'IPO, malgré le fait qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'acheteurs d'IPO dans les généralistes. C'est un marché de spécialistes, donc il faut aller chercher ces fonds-là dans les rondes privées qui sont avant le listing. Donc, mon collègue Gabriel de chez One Ventures va vous parler bientôt des impacts que la crise a eu sur les guidelines de la FDA et autres. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus et je vais continuer sur les aspects qui sont financiers. Alors, sur cette diapo, ce qu'on voit finalement, c'est que depuis 2020, il y a eu 12 IPO. Donc, ce sont des données qui ont été compilées par Morgan Stanley. Donc, c'est des IPO où il y a eu plus que 50 millions en financement. Sur ces 12-là, 9 des sociétés qui sont mentionnées ici étaient en phase clinique. Donc, ça, c'est un facteur qui est impressionnant parce que si on compare ceci à la crise de 2008, par exemple, il y a eu 0 IPO dans les 4 trimestres qui se sont étalés du premier trimestre de 2008 jusqu'au 4e trimestre de cette année-là. Non seulement il y a eu ces 12 IPO, donc si on regarde au bas de la diapo, c'est en très petit, mais donc je vais vous aider à le voir. Entre le moment du filing et le moment du pricing, la valeur moyenne de la levée de fonds à l'IPO est passée de 120 millions à 196 millions. Donc ça, c'est un upsizing qui est intéressant. Et au niveau de la valorisation, donc le step-up entre la dernière ronde privée que ces sociétés-là avaient réalisée et l'IPO était en moyenne entre 1,2 à 1,4. Au moment du pricing, ce facteur-là est passé à 1,6. Et donc, tout ça reflète l'appétit qu'on voit dans le marché pour l'achat de ces IPO-là. Et toutes ces sociétés avaient levé donc des rondes de crossover qui comprennent des investisseurs des marchés publics, des investisseurs qui font des deux côtés, en plus de leur VC existant des rondes précédentes. Alors, ce sont les éléments de la recette qui semblent fonctionner en ce moment et à garder en tête.
Alors, je vais passer la parole à notre collègue Gabriel qui nous parle d'Australie, de chez One Venture de Sydney. Alors, bonjour Gabriel et c'est à toi. Super, merci beaucoup Maha. Puis, comme les autres l'ont mentionné, merci beaucoup à Bio-Québec, Montréal International de m'avoir invité. Même si vous pouvez le voir, c'est un petit peu tard en Australie, ça me fait plaisir de me joindre à vous, puis de me sentir un petit peu à la maison ce soir. Donc, comme elle a mentionné, je vais parler un peu plus, puis comme Antoine avait mentionné également, je vais parler un petit peu plus de l'impact opérationnel sur les sociétés en sciences de la vie en ce moment. Donc, c'est sûr que quand on parle de plan d'action, on parle de ça va être quoi le projet d'R&D qui va être financé par notre fonds de financement. Et pour l'instant, évidemment, on voit qu'il y a un impact sur les essais cliniques, sans parler même du préclinique. Si on regarde, par exemple, pour les essais cliniques qui ont été suspendus, une moyenne mensuelle environ de 50 est normale. Pour l'instant, en avril de cette année, on a vu 731 essais cliniques qui sont passés à des essais suspendus. Puis une autre statistique, en fait, c'est que c'est environ 1229 essais cliniques qui ont été déroutés par le COVID depuis le début de l'année. Pour vous donner un contexte, environ 32 000 essais cliniques sont enregistrés par année globalement. Donc, ça reste que c'est un petit pourcentage, mais évidemment, c'est une tendance qui est à la hausse. Donc, c'est quelque chose dont les entrepreneurs doivent être à l'affût. Puis voir, en fait, c'est quoi les causes qui font en sorte, en parlant des collègues, en voyant l'environnement autour d'eux, dans les sites cliniques, les hôpitaux, etc., les raisons pourquoi ces essais cliniques ont été suspendus. Évidemment, ça met les patients à risque, les volontaires en santé également, pour qu'il n'y aura pas de bénéfice pour du médicament. Donc, pour eux, aller en site clinique, il y a un risque d'avoir une infection. Puis évidemment, je mentionne ici quelques conditions qui ont été démontrées comme étant plus porteuses de symptômes sévères. Donc, des patients qui ont un cancer, des maladies auto-immunes, cardiovasculaires, etc., sont à risque d'être dans la branche de patients qui ont des symptômes sévères au COVID, qui sont à risque. Donc, en prenant en considération, évidemment, il y a aussi eu des prolongations imprévues en termes des études en cours. Donc, évidemment, pas d'accès aux sites cliniques, on prolonge les protocoles. Évidemment, là, on peut avoir un impact sur les résultats parce qu'on commence à changer, en fait, le protocole qui doit s'étendre sur une période plus longtemps ou des résultats qu'on pensait avoir avec une mesure au site clinique et finalement qui ont dû être pris à distance, etc. Donc, il y a beaucoup de variabilité. C'est important d'être à l'affût de ça. Dans notre cas, chez One Ventures, on a une compagnie qui avait un endpoint qui était rapporté par le patient, mais en clinique avec le médecin. Quand on a fait l'analyse de ces mêmes résultats-là qui étaient rapportés à la maison, la distance a fait en sorte qu'il y a eu une différenciation entre les deux groupes. Donc, quand je passe maintenant aux solutions, évidemment, on va parler des teletrials, donc faire des essais cliniques à distance. Pour certaines maladies, certains traitements, il va être impossible d'avoir des mesures à distance, mais où c'est possible, il faut faire vraiment attention que ces données-là restent de qualité, qu'ils soient prises adéquatement, puis que les patients soient bien informés de la façon de les rapporter, parce qu'on pourrait invalider, en fait, nos résultats si c'est pas bien fait. Donc, juste avoir un appel Zoom avec un patient n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà puis sophistiquer notre protocole qui est présenté. Ça vient à ce qu'Antoine disait, ça vient à ce que Maha disait. On est habitué à avoir un path qui est très bien établi, des protocoles sont établis. Si on est pour venir échanger avec la technologie digitale, il faut qu'on soit aussi vigilant qu'on serait si c'était dans ces cliniques. Évidemment, il y a un rapport éthique. Il faut aussi présenter quelque chose qu'on croit qu'il va avoir un vrai bénéfice et que l'attente n'est pas justifiée. Parce que ça, c'est quelque chose que les comités éthiques au site clinique vont vraiment garder un œil très précis. Et en Australie également, sur la FDA, les guidelines que Maha a démontré, il faut vraiment avoir le poids mis fort sur le bénéfice éthique d'amener les patients dans les sites en ce moment ou les exposer à des traitements en ce moment. Je vais aussi, dans le fond, je vais faire une tangente vers des stratégies qui peuvent être différentes en ce moment. On n'a peut-être pas tout le temps regardé de faire nos essais cliniques à l'international parce qu'évidemment, c'est difficile à gérer à distance. Mais pour l'instant, si la situation se continue aux États-Unis et puis au Canada, où est-ce que les cas sont à un plateau puis les hôpitaux restent assez achalandés, on peut regarder à l'international. Puis j'ai juste listé ici les pays qui ont été moins affectés dans les plus grandes 20 économies au monde.
L'Australie a 100 cas, en fait 100 décès depuis le début de la crise. Vous le savez, malheureusement, c'est l'équivalent de les décès journaliers au Québec. La Corée du Sud s'en tire bien aussi, le Japon, la Suisse et les Pays-Bas, pour en mentionner quelques-uns, mais dans le fond, c'est ceux qui ont été le moins affectés dans le G20. Donc, je fais une tangente pour l'Australie, évidemment. On pourrait parler de plusieurs autres pays, mais évidemment, c'est One Ventures, un mandat d'investir en Australie, donc c'est l'expérience que nous, on vit en tant que fonds de capital de risque avec nos compagnies de portfolio. Donc, comme je le mentionnais, très bas taux d'infection et de décès, donc on est chanceux pour ça. Donc, ça fait en sorte que les essais cliniques demeurent accessibles. On a des compagnies qui ont pu lancer des essais cliniques depuis le début de la crise ou qui ont pu maintenir leurs essais cliniques ouverts. Et c'est même dans le cas des patients en santé. Donc, vu les mesures qui ont été prises dans les hôpitaux, les patients, même des patients, des Healthy Volunteers, peuvent continuer à aller visiter le site parce que les mesures ont été prises, puis évidemment, on voit un moins grand risque d'infection. Les autorités réglementaires aussi mettent des protocoles en place qui facilitent la rapidité vers la clinique et qui sont en fait même pas respectifs à la crise. Donc, une approbation éthique qui prend juste 4 à 8 semaines parce que c'est fait non pas avec l'autorité réglementaire, la TGA, mais avec l'hôpital. Puis pour le COVID, ben, ils ont fait en sorte que n'importe quelle déviation de protocole de l'étude, comme la livraison du traitement, le suivi des sujets à distance, la date de début ou de fin qui pourrait changer, puis même le nombre de participants, il n'y a pas besoin d'aller aviser la TGA, seulement aviser, dans le fond, le comité éthique local où l'essai conduit. Donc, il y a vraiment des mesures en place, puis c'est ce que j'ai vu, en fait, qui est fait aussi en Corée, au Japon. Fait qu'on voit, comme Jean-François l'a dit, les gouvernements réagissent bien, dans le fond, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de distribution possible. Et au niveau du soutien financier, je le mentionnais, juste c'est quelque chose que le monde ne savent pas. Puis il y a des problèmes comme ça aussi dans d'autres pays. Mais pour des essais cliniques qu'on dit en Australie, ça tombe dans des crédits d'impôt qui vont jusqu'à 43,5 %. Donc, je pense que quand vous choisissez vos sites, vous regardez à l'extérieur du Canada, à l'extérieur des États-Unis pour faire votre choix d'essais cliniques, de sites. Important de regarder non seulement l'impact de la COVID, mais aussi où il y a eu des programmes qui ont été mis en place pour vous aider à financer ces programmes-là. Puis finalement, en Australie, évidemment, il y a 3 fonds spécialisés en sciences de la vie. Je pense que ça serait important que si vous bâtissez un syndicat avec une présence locale au Québec, mais que vous allez chercher des partenaires comme Antoine avec Forbion, où vous allez avoir un soutien aussi des investisseurs sur place, parce qu'évidemment, il va y avoir des connaissances assez granulaires qui vont être essentielles à votre plan d'action puis à la bonne exécution de vos programmes. Évidemment, je ne vais pas aller dans trop de détails, mais posez vos questions sur la section chat pour qu'on puisse y répondre si vous avez des questions spécifiques au contenu présenté jusqu'à là. Je vais passer la parole à ma collègue Geneviève Gartin, qui est directrice d'investissement au Fonds Solidarité FTQ, puis il est aussi membre du CA de Bio-Québec, qui va vous parler un peu de la situation locale maintenant dans la province. Merci Gabriel, et merci également à Montréal International et Bio-Québec d'avoir organisé ce panel, et je partage l'enthousiasme d'Annie quant à la diversité des panélistes. Alors, mon rôle aujourd'hui va être de ramener la discussion à ce qu'on observe dans notre géographie et est-ce que COVID-19 est un thème d'investissement? Antoine a touché un peu ce sujet-là, l'état d'esprit des investisseurs Canada-Québec et les fondamentaux. Donc, au niveau des transactions récentes dans notre géographie, on a consulté les données PitchBook sur les transactions en sciences de la vie de la mi-mars à la mi-mai. C'est une base de données qui capture les transactions privées et publiques, mais annoncées publiquement. Donc, tout à fait égal par ailleurs, ça sous-estime probablement les transactions qui sont réellement arrivées. Le constat, c'est qu'on voit 6 investissements totalisant 200 millions de dollars qui ont été répertoriés dans cette période-là pour des moyennes investies. Moyenne médiane, ça se tient pas mal, de 25-29 millions par transaction. Donc, c'est quand même extrêmement encourageant. C'est la preuve, comme les co-panélistes l'ont dit, qu'il n'y a pas une crise de liquidité là, comme celle qu'on avait connue en 2008. Par ailleurs, pour être assez proche de au moins 2 de ces transactions-là, à savoir Vertus, qui est un investissement de notre fonds partenaire Versant, et IMV, dans laquelle on investit en direct
C'est clair que ce sont des transactions qui étaient en préparation de longue haleine avant le début de la crise COVID. C'était probablement la même chose pour les 4 autres transactions. Donc, comme quelqu'un l'a dit avant moi, la grande question, ça va être de voir comment le capital se déploie là, une fois que ces transactions-là, qui étaient déjà dans le pipeline, sont consommées. Parler de l'IMB, c'est une bonne transition pour le deuxième thème que j'avais envie d'aborder avec vous, là, à savoir est-ce que COVID-19 est un thème d'investissement. Pandémie ou pas, tous les acteurs là, dans l'économie ont chacun leur rôle à jouer. C'est clair que la biotech au Québec et au Canada ont la chance d'avoir une collaboration entre les différents intervenants, mais les investisseurs ne sont en aucun cas un substitut aux fonds d'urgence qui sont mis de l'avant par les gouvernements. Pour 2 raisons. D'une part, il faut reconnaître qu'il y a des différences fondamentales entre un projet qui peut être extrêmement crucial pour la société et un projet qui est finançable par un VC. Et d'autre part, si vous avez une solution qui est immédiatement applicable à la pandémie, puis on a eu beaucoup de groupes qui nous ont contactés au fond, puis je suis sûre que c'est pareil pour mes collègues, il faut vous adresser aux différents programmes, notamment au fédéral, qui sont en mesure d'offrir un financement beaucoup plus rapidement qu'un investisseur qui se doit de faire, pandémie ou pas, tout son processus de revue diligente. J'aimerais peut-être parler du cas précis de IMV. On a été l'instigateur de cette ronde de 25 millions qui a été annoncée le 7 mai dernier, qu'on a co-mené avec Lumiera Capital. On y a investi 7,5 millions, donc c'est un réinvestissement important. Il s'agit d'une équipe qui a évidemment un passé solide en vaccin, les anciens Medicago. Une plateforme validée dans l'indication RSV, puis on pense qu'ils ont évidemment clairement les compétences pour faire partie de la course au vaccin. Puis on est très heureux qu'une portion de notre investissement soit dédiée au programme COVID-19, mais c'est clair que notre thèse d'investissement, et je pense que c'est la même chose pour nos co-investisseurs dans cette ronde-là, ça demeure lié fondamentalement au développement de vaccins oncologiques. Au niveau de l'état d'esprit des investisseurs, je vais vous parler de notre état d'esprit au fond, mais je suspecte que c'est à partager avec plusieurs collègues. Il y a eu une première phase où tout le monde s'est mis en mode observation, finaliser les transactions qui étaient vraiment sur le bord d'être conclues. Puis je pense qu'on a tous pris le temps de mettre le focus sur l'étude du portefeuille actuel. À cet égard-là, parce que c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on, nous tous, allons faire des nouveaux investissements? C'est important de se rappeler la dynamique des rondes de financement du côté privé. Là, c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, Bio-Québec a fait beaucoup de représentations auprès des divers gouvernements. Vous le savez, un groupe d'investisseurs s'assemble, détermine un plan d'action, finance l'entreprise pour atteindre un point d'inflexion de valeur. Puis à ce moment-là, on attend qu'un nouvel investisseur vienne pricer la transaction, un lead investor, un investisseur fort. Et là, on repart une ronde de réinvestissement. Donc, à partir du moment où on peut suspecter que plusieurs investisseurs, oui, vont regarder des nouveaux dossiers, mais vont avoir quand même un focus sur leur société en portefeuille, bien, on peut raisonnablement anticiper que le temps entre 2 rondes va s'étirer. Et c'est très, très important que, puis ça, c'est un exercice qu'on a fait avec nos compagnies en portefeuille, puis je suis sûre que mes collègues l'ont fait avec les leurs, de s'assurer que les entreprises ont des plans révisés qui leur permettent de durer plus longtemps puis de faire face à des délais qui risquent d'être inévitables. Donc, est-ce qu'il y aura de nouveaux investissements? Je pense que la réponse en ce qui nous concerne, c'est clairement oui. Avec, je pense, deux ajustements fondamentaux par rapport à notre pratique actuelle. C'est clair qu'il y a des éléments opérationnels qui vont faire l'objet d'une revue diligente beaucoup plus poussée qu'en temps normal, parce que le scénario high impact, low likelihood est survenu. On a vu ce que ça a donné, donc c'est très, très important qu'on examine ça. Puis c'est clair aussi qu'il va y avoir une question de cadence d'investissement qui va devoir être considérée d'une façon un peu plus disciplinée, enfin, encore une fois, de s'assurer qu'on a des réserves pour durer. Mais encore une fois, c'est clairement pas une crise de liquidité. Nous aussi, on est épatés par la bonne tenue du marché des IPO. IPO qui se font, comme vous l'avez constaté, quand le syndicat financier comporte vraiment des gros noms, poches profondes. Donc, je pense que le commentaire de Maha, l'effet de travailler proactivement ces syndicats-là était tout à fait à propos. Les fondamentaux n'ont pas changé. Il y a trois axes que j'aimerais explorer rapidement avec vous. Premièrement, l'appétit de la pharma pour l'innovation, ça demeure.
Je pense qu'on s'est tous réjouis là, de l'excellente annonce de la transaction conclue entre Repair et Bristol Myers Squibb. 50 millions upfront, 15 millions en capital, des milestones qui font que la transaction totale pourrait atteindre 3 milliards. Donc, c'est vraiment tangible. Par ailleurs, on a été témoins, nous, de transactions où l'acquéreur était une société pharma de moindre envergure qui voyait, aux États-Unis, qui voyait des impacts là, sur ses revenus de la baisse de couverture de certains Américains, puis qui a voulu renégocier à la baisse certains jalons de certaines valeurs de la transaction. Donc, ça va avoir un impact, effectivement, mais on pense qu'au fondamental, l'appétit est toujours là. C'est clair aussi, deuxième aspect, que la crise a brillé la biotech, mais l'investissement en capital de risque, ça demeure quelque chose qui est extrêmement sélectif. Puis ça ne deviendra pas moins dans l'état actuel des choses. Donc, nous, au fond, on investit en direct à peu près 50 millions par année. C'est quand même beaucoup, mais en regardant dans nos dernières années financières, on investit en moyenne 2 à 3 nouveaux logos par année. Le reste va en réinvestissement. Donc, il faut comprendre que cette logique-là demeure. Et la troisième chose que j'aimerais aborder avec vous, qui a toujours été fondamentale puis qui l'est encore plus, c'est l'importance de communiquer. Communiquer avec vos investisseurs actuels. Personne ne veut avoir de surprise. Il faut que tout le monde soit bien aligné. Et puis, si vous êtes à la recherche de financement, continuez à communiquer puis à contacter des nouveaux investisseurs. Les délais peuvent être plus longs, mais c'est extrêmement important là, de garder tous les canaux de communication ouverts, particulièrement dans la situation actuelle. Alors voilà, ça conclut ce que je voulais partager avec vous. Merci Geneviève. Le temps file. On va y aller tout de suite avec la période de questions. Ma première question va s'adresser à Jean-François Parisot et elle vient de Jean-Marc Juteau de la Cité de la Biotech qui s'interroge à savoir si nous assisterons à un refroidissement du capital de risque comme dans les crises précédentes. Alors Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une très bonne question. Oui. On m'entend, OK, parfait. En fait, comme j'avais dit dans la présentation au début, j'étais assez inquiet qu'il y ait un refroidissement éventuel. Ça commence pour moi toujours avec la liquidité dans le marché. Puis il n'y avait pas, au début de la crise, là, c'est clair qu'il y avait un impact assez profond dans le marché. Puis bon, on a parlé beaucoup entre nous, à nos différents intervenants, nos investisseurs, évidemment, là, au début, on a vraiment porté une très grande attention, s'assurer que nos propres opérations à nous n'étaient pas trop affectées par la crise. Et puis, après quelques semaines, il faut constater que c'est pas le cas. Comme j'ai dit tantôt, il y a de la liquidité, il y a un marché qui semble être solide. On parlait des IPO tantôt. Je pense qu'il y a eu beaucoup de nouvelles. Comme Mao avait dit, on en entend parler d'autres qui s'en viennent. Alors, tout ça pour dire que je crois pas qu'on va voir un ralentissement dans les activités de financement. En termes d'argent, certainement pas. On apprend tous à gérer avec des nouveaux processus. Par contre, là, faire un investissement sur Zoom, je pense que c'est nouveau pour tout le monde, pour les entrepreneurs comme pour les investisseurs. Mais si on regarde nos activités, nos amplitudes, en fait, non seulement ça n'a pas ralenti, mais il y a une certaine accélération parce qu'il y a vraiment un momentum dans le marché. Alors, pour résumer, non, on n'entrevoit pas là, de ralentissement dans le marché. Maha, je pense que tu voulais également ajouter un petit quelque chose sur cette question-là. Oui, Annie, merci. Donc, en effet, je crois que notre secteur a grandement changé depuis 2008. Alors, juste quelques chiffres pour illustrer ça. Si on prend le NBI, qui est l'indice de référence dans notre secteur, et les constituants du NBI en 2008, en valeur totale, ça représentait 338 milliards, ça représentait en valeur totale de l'équité 338 milliards. Si on regarde aujourd'hui les constituants du NBI en 2019, on est passé donc de 148 sociétés à 212 sociétés et la valeur totale de l'équité est de 1 trillion 162 milliards. Donc, on a fait 3 fois par rapport à la valeur totale de l'équité. Donc, ça illustre de 1 l'importance de notre secteur par rapport à tous les autres secteurs du S&P et la valeur moyenne de l'équité d'une société qui est listée sur le NBI est passée de 316 millions
à 3,1 milliards. Alors, on est vraiment dans une autre sphère. Je pense que notre secteur est devenu un incontournable pour tous les investisseurs, qu'ils soient spécialistes ou généralistes. Et la crise actuelle a tellement mis le projecteur sur l'innovation que c'est un argument que, en fait, il n'y a plus personne qui le remet en question. Du côté de la levée de fonds, ce qui est remarquable, c'est qu'on a des LPs qui viennent vers nous parce qu'ils veulent investir en santé, alors qu'en 2008, les fonds VC qui voulaient lever de l'argent devaient expliquer pourquoi c'était un bon investissement par rapport à la tech. Alors, je pense que quand les VC ont de l'argent à déployer, et tant que c'est toujours vrai, il y aura moins de problèmes du côté des sociétés de faire des tours de table. Merci, Maha. On a plusieurs questions, puis je vais démarrer tout de suite avec celle qui a reçu le plus de votes. Alors, c'est pas moi qui la pose, là, mais c'est pour la mettre comme ça, je pense que tout le monde la voit à l'écran. Envisagez-vous un changement dans la proportion des investissements à haut risque versus moyen faible? Je ne sais pas qui voudrait se lancer en premier. Peut-être Antoine, tiens, je t'envoie la balle. Oups, tu es sur mute. OK. Non, j'aimerais en fait faire un clin d'œil à tout ce que Gabriel a énoncé précédemment par rapport aux nouveaux risques. Donc, je pense qu'on ne classifie pas les transactions en haut risque, bas risque, en capital de risque généralement, mais on fait un assessment diligent de tout ce qu'on connaît comme risque. Et puis, je pense que ça rajoute seulement une hurdle de plus, un niveau de difficulté de plus pour identifier tout ce que Gabriel a mentionné, puis être certain qu'on comprend les enjeux puis qu'on comprend les répercussions sur la compagnie. Donc, je pense que foncièrement, nos théories d'investissement, nos stratégies n'ont pas changé, notre focus n'a pas changé, nos préférences d'investissement n'ont pas nécessairement changé, mais ce qu'il faut faire, c'est appliquer de notre part, à l'aide des entrepreneurs, un filtre encore plus stringent, à mon avis, sur la qualité des compagnies. Puis, pour faire un lien avec la question précédente, je pense que la quantité de compagnies qui recherchent du financement, ce qu'on voit dans le quotidien, nous, en tant que fonds, c'est qu'elle a augmenté parce que plusieurs compagnies ont vécu des délais, plusieurs compagnies ont besoin de capital en avance sur leur temps. Donc, ces compagnies-là, on doit les revisiter par rapport à leur nouvelle situation. Donc, pour moi, en tant que haut risque, bas risque, c'est pas nécessairement la question, c'est plus est-ce que le niveau de risque de ces compagnies-là X ont changé à cause de la crise et est-ce que nous, on tolère ces risques-là par rapport aux résultats dont on veut financer. Merci, Antoine. Gabriel, est-ce que tu aimerais ajouter un petit quelque chose là-dessus? Non, ben, je pense qu'Antoine le résume bien. De toute façon, je pense que c'est tout le temps, comme Antoine dit, c'est tout le temps du capital de risque. On n'est jamais, il y a tout le temps des risques dans notre industrie. Mais je pense que ce qu'on va rechercher, surtout en ce moment, si on va voir la résilience des entrepreneurs, la résilience de l'équipe, puis le niveau de créativité qu'ils vont apporter à leur plan d'action. C'est sûr que ça, on voit un plan clinique qui est très cookie-cutter, qui n'a pas vraiment fait d'adaptation, parce qu'on n'a pas vu une créativité appliquée. Puis honnêtement, je pense que ça serait aussi simple d'avoir déjà fait des démarches avec des CRO, des Clinical Research Organizations, avoir identifié des sites cliniques, avoir parlé à des investigateurs, des PI, des Principal Investigators pour l'étude, parce qu'eux autres sont sur le terrain, ils sont dans les hôpitaux, les CRO interagissent avec ces sites cliniques-là de façon régulière. Fait que ça, on voit que les entrepreneurs ont fait leur démarche, ont fait leur survey, leur customer survey, comme dans n'importe quelle classe d'entrepreneuriat, et qui ont fait leur recherche, puis qui arrivent avec un plan qui est non seulement créatif, mais fondé. Ça nous donne beaucoup plus de confiance dans l'équipe dans cet environnement-ci qu'en général. Fait que Geneviève l'a dit, on va faire affaire avec des vétérans de l'industrie qu'on sait qu'ils peuvent passer à travers non seulement un développement difficile en circonstances normales, mais encore plus dans une situation difficile comme celle en ce moment. Fait que, ouais, c'est notre perspective du moins chez One Ventures. Puis c'est dans le management, il y a tout le temps des vétérans qui ont de l'expertise et à qui on peut faire confiance. Merci, Gabriel. J'ai une autre question. On a plusieurs, en fait, qui rentrent cette fois-ci de François Arcan à Québec. Comment l'endettement individuel et national post-COVID affectera-t-il l'accès au marché? VC et pharma auront-ils le même appétit pour les maladies orphelines et traitements personnalisés au coût de plus de 50 000 $? Qui veut se lancer? Je pense que je t'envoie la balle, Jean-François. Avec plaisir. Bonjour, François.
Oui, c'est une excellente question. Écoute, pour le niveau d'endettement, je pense que c'est à suivre. Là. Les gouvernements aujourd'hui ont dû prendre des mesures exceptionnelles. On voit des niveaux d'endettement, l'augmentation des niveaux d'endettement, je devrais dire, là, qui sont du jamais vu. Là. Fait que je pense qu'on est en terrain, décidément en terrain inconnu par rapport à ça. Par rapport à la deuxième question, en fait, on m'a souvent posé la question récemment, puis en fait, la réponse, c'est non. Je vois pas comment il va y avoir moins d'appétit pour les maladies orphelines, pour le cancer et autres maladies. Parce que la réalité triste, COVID, c'est un drame épouvantable, mais c'est quelque chose, une crise qui est aiguë, qu'on espère, quand il va y avoir un vaccin, va disparaître, mais les personnes vont toujours souffrir du cancer, des maladies cardiovasculaires ou neurologiques. Alors, le niveau de recherche et développement ne va pas arrêter là. L'appétit pour le gouvernement, je vois pas diminuer là, à long terme. C'est sûr que là, présentement, dans le extrêmement court terme, on est tous en train de gérer cette crise-là là, du virus, mais dans le long terme, le fondamental ne change pas. Puis, en fait, si on regarde les transactions même récentes, très, très peu d'argent privé a été investi, d'après moi, dans des projets COVID comme tels. Là. Ce qu'on voit essentiellement, c'est une continuité des investissements dans les secteurs cancer et maladies cardiovasculaires. Et les investissements de compagnies privées dans le COVID, je pense qu'à la base, ces compagnies-là avaient déjà un plan d'affaires extrêmement solide et rigoureux. On parle à IMV, par exemple, que ma compréhension, Geneviève, tu me corrigeras, mais compréhension, cette compagnie-là avait un plan d'affaires très solide là, pour d'autres indications, qui a vu une opportunité de vraiment d'avoir un effet pour le virus, là, une opportunité d'affaires qui est au bénéfice de tout le monde. Mais à la base, c'est une société qui développe des vaccins anticancéreux. Donc, la tendance est là pour rester. Merci Jean-François. Il y a une question qui nous a été posée là, avant le webinaire. Vous aviez l'occasion de poser des questions à l'avance. C'est celle-ci, est en anglais, puis je vais demander à Geneviève d'y répondre. Which industry might be nationalized? Will government invest massively in startups? Donc, Geneviève, je te laisse répondre à cette question. I believe we have folks participating in the webinar from the government, so I guess that it would be a better place to answer that. But I think the answer is I don't think we expect any part of the industry to be nationalized. I do think, however, that stockpiling for vaccines is clearly a governmental play as opposed to a VC play. I have the feeling that the current crisis will have maybe more impact on the medical device side of things. So, for instance, personal protective equipment. I do assume that the government might want to invest to make sure we have the current inventory we need on hand, as opposed to what we've seen at the onset of the crisis. But on the biotech side, I'm not sure I would see anything like that. In terms of the second portion of the question, which is, will government invest massively in startups? I think so far the answer from the government has been twofold. One is a matching program deployed through BDC, which is based on matching investment that sophisticated investors make in a given company. BDC will match up to a certain level. And this is being deployed now. And as you know, the IRAP program has developed a new initiative called IAP, which helps biotech companies pay their payroll, basically. And this is clearly a response to the fact that, as we all know, biotech are not able to benefit from the subsidy for 75% of the payroll because we don't have revenues. Therefore, we cannot show 30% decline in revenue. So that's the answer we've seen so far from the government.
Merci beaucoup, Geneviève. Il est 10 heures. On a le droit de dépasser un petit peu, mais je vois que les gens commencent à quitter. Je vais faire une dernière question, puis vraiment, chacun des panélistes, vous pouvez y aller rapidement peut-être parce que c'est une question qui s'adresse pour chacun d'entre vous. En tant que fonds, changez-vous votre critère d'investissement en favorisant des opportunités où la technologie est plus avancée dans son développement relativement à ce que c'était avant COVID? Est-ce que vous avez changé votre façon finalement, de regarder ces critères. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, mais je pense que chacun d'entre vous, avec votre fonds, vous pouvez peut-être Maha, on ne t'a pas entendu depuis quelque temps. Merci Annie. Donc oui, le focus chez Sofinnova est en grande partie sur les projets en stade de développement clinique. Donc même avant COVID, notre portefeuille est réparti environ 2 tiers en clinique, 1 tiers en préclinique. Alors je dirais que ça n'a pas changé. Ce qui a changé, je pense, c'est la sensibilité à la valorisation et à avoir assez de périodes de financement qui est couverte par notre investissement. Il y a certains investisseurs, puis peut-être que mes collègues vont commenter, qui trouvent par contre qu'aller en préclinique, c'est moins risqué que d'être en clinique à cause des délais qui sont dus au COVID. Mais dans notre cas, donc, on fait le tri, disons, basé sur les indications. Et comme Gabriel et Antoine l'ont expliqué, on passe beaucoup plus de temps à évaluer le risque de l'étude clinique, mais on ne change pas tellement notre stade de développement. Parfait, merci Maha. Le temps a filé rapidement. C'est intéressant, on a entendu aujourd'hui que finalement le secteur des SVTS est peut-être épargné par la crise. On a entendu des nouvelles encourageantes, optimistes. Alors, on doit conclure rapidement. Je vous dis que toutes les questions qui n'ont pas été répondues, elles seront récupérées et seront acheminées à nos participants d'aujourd'hui et ils pourront vous répondre individuellement. Mais essentiellement, merci. Merci, M. Parizeau, M. Piette, M. Douville, Mme Katabi, Mme Gartin et Mme Perrault. Le webinaire pourra être visionné à nouveau puisqu'il sera mis en ligne sur notre site de Montréal International dans notre section COVID. Et je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à notre infolette où vous y trouverez un paquet d'informations pour passer à travers ce moment historique de crise. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente bonne journée.